Bonjour à tous, c'est Dez pour une nouvelle vidéo. Alors nous continuons avec les prophètes et les prophéties africaines. Aujourd'hui nous allons parler du prophète Simao Toko. Voilà. Alors un autre cas de venue d'un prophète sur le sol africain, c'est l'avènement de Simao Toko dans le nord de l'Angola. Cette partie de l'Angola qui faisait partie du royaume Congo avant le découpage arbitraire de l'Afrique lors de la conférence de Berlin. De nos jours, la religion du colonisateur, c'est-à-dire le catholicisme chrétien, est une force sociale en Angola. L'Angola, où la langue du colonisateur, c'est-à-dire le portugais, règne en maîtresse absolue. On n'y entend pratiquement pas du tout de langue authentique africaine, comme c'est le cas dans d'autres pays, pourtant voisins, et c'est logique. Le pays est à 97% catholique, donc à 97% sous l'influence de la religion du colonisateur, et par conséquent aussi de la langue de ce colonisateur. L'église kibanguiste n'y a été approuvée officiellement par le gouvernement angolais qu'après que ses membres aient accepté, sous la pression de ce gouvernement, d'arrêter leur cérémonie contre le Vatican. Les kibanguistes, c'est-à-dire les partisans de Simon Kibangu, n'auraient jamais dû accepter ce renoncement. Ils auraient dû continuer leur célébration anti-Vatican pour rester dans la lignée de leur prophète fondateur. Mais il y a aussi en Angola de nombreux tokoïstes, près de 3 millions de tokoïstes. On ne peut que dire nombreux, car leur nombre est un mystère, un point d'interrogation. Les autorités ne voulons pas vraiment que le chiffre exact de cette tranche de la population soit connu, car la vie, les œuvres, les paroles de Simao Toko ont hautement dérangé les autorités coloniales et leurs valets angolais, ainsi que le Vatican bien évidemment. Qui est ce fameux Simao Toko? Il est né au début du siècle, en février 1918, dans le nord de l'Angola, à Kisadi, Kibangu. Dès son plus jeune âge, il se rebelle face à l'enseignement colonial et réclame qu'on restaure l'histoire noire de l'Angola. Le mouvement dont il va prendre la tête s'appelle Kitawala et ses adeptes seront pourchassés par le pouvoir colonial belge au Congo belge. Simao Toko sera arrêté et jeté en prison. Mais l'homme avait déjà eu le temps de fonder un mouvement religieux qui s'étendait déjà du Congo à l'Angola. Son emprisonnement n'empêcha pas la survie de ce mouvement très structuré et fort solide. D'ailleurs, le Kitawala organisa régulièrement des actions de résistance, de grève, de désobéissance civile dans le nord de l'Angola. En prison au Congo belge en 1950, Simao Toko et ses adeptes furent souvent maltraités et insultés. Or, il advint que lors de l'une de ces vagues d'insultes dont le chef belge de la prison, un certain Pirote, était coutumier, Simao Toko leva ses mains et demanda aux Belges de compter ses doigts, 10 doigts. Et il leur dit: c'est exactement le nombre d'années qui vous reste ici chez nous. Je vous donne encore 10 ans, pas moins, pas plus, pour quitter ce pays. 10 ans. Il ajouta que son armée les survolerait alors. Cette histoire est bien connue partout en Afrique centrale. Cela se comprend aisément, car des milliers de gens ont été témoins d'une chose exceptionnelle le 4 janvier 1959. On arrivait bien au 10e doigt de l'annonce de Simao Toko. Ce jour-là, des milliers de citoyens de la commune de Léopoldville, actuelle Kinshasa, et beaucoup d'entre eux sont encore vivants aujourd'hui, ont vu quelque chose si magnifique qu'aujourd'hui encore, la date du 4 janvier est un jour férié public à Kinshasa pour commémorer cet événement. Voici ce qui s'est passé. Le peuple kinois, c'est-à-dire les habitants de Kinshasa, se trouvait à ce moment-là en pleine rébellion contre les autorités coloniales belges. Mais ce jour-là reste mémorable parce que des Kinois, des milliers de Kinois ont vu les chérubins apparaître dans l'armée coloniale belge. Des milliers de citoyens de Kinshasa ont vu une armée d'environ 1 millier de très petits êtres d'une taille d'enfant ou de nain, ayant des corps très imposants, très musclés. Ces petits êtres à l'apparence humaine, bien que très petits, étaient dotés d'une force exceptionnelle. Les témoins ont vu certains d'entre eux soulever des camions
de 5 tonnes avec un bras. L'armée coloniale belge ouvrit le feu sur ces chérubins, mais ce fut sans effet aucun. Terrifiée, l'armée coloniale belge prit la fuite et aussitôt, les petits êtres disparurent comme ils étaient apparus. Ce jour, le 4 janvier 1959, est appelé à Kinshasa le jour des chérubins et séraphins. Et quelques mois après cet événement incroyable, le 30 juin 1960, le Congo belge accéda à l'indépendance. C'est donc exactement 10 ans après la prédication faite en 1950 par Simao Toko que les Belges chassés furent également contraints de quitter le Congo belge en 1960. À sa libération, Simao Toko reprit son bâton de pèlerin pour continuer sa mission en Angola. Son action aboutira au fait que les missionnaires protestants et catholiques iront à nouveau le dénoncer aux autorités coloniales, l'accusant de subversion et de prosélytisme auprès des Noirs, ajoutant qu'il faisait de la propagande politique afin d'inciter les Angolais à la rébellion. Dès lors, la vie de Simao Toko consistera essentiellement à s'efforcer d'éviter qu'on le tue. Il sera emprisonné en Angola, d'où les autorités portugaises le déportèrent en tout 9 fois. Il passera ainsi 12 ans de sa vie dans 9 prisons différentes. Cet acharnement des autorités n'avait qu'un but, réduire son influence et anéantir son mouvement religieux. Tout cela en vain. Le tokoïsme continua à se répandre avec succès. Dès lors, les Portugais décidèrent de mettre sa tête à prix. Ils envoyèrent Simao Toko aux travaux forcés, indiquant le montant de la récompense au fait à qui pourrait et oserait le tuer. Voici le témoignage du pasteur Adelino Kanandi, qui était cuisinier à Kakonda, où Simao Toko était aux travaux forcés au moment des faits. Témoignage recueilli en 1994. J'étais en train de cuisiner quand j'entendis une voix m'appeler. C'était Simao Toko. Une fois sorti dehors, je fus surpris. Toko me demanda de rester là et d'observer. Et il me dit une fois de plus, le fils de V, homme, sera testé. Alors, je regardais curieusement. Un des gardes portugais vint vers Simao Toko et lui dit, Hé Simao, tu vois ce tracteur là-bas? Il y a des mauvaises herbes qui l'empêchent de tourner. Va le nettoyer. Une fois Simao en dessous du tracteur, le garde le mit en marche, ce qui activa automatiquement les grandes lames de l'engin. Simao Toko fut instantanément coupé en plusieurs morceaux. J'étais terrifié. Changeant de sens, les gardes mis en marche arrière pour constater les dégâts. Le deuxième garde qui était là faisait un signe de victoire, indiquant qu'ils avaient réussi. Puis je vis avec les 2 gardes portugais le corps de Simao Toko se recomposer et se lever. Je n'en croyais pas mes yeux. Les 2 Portugais prirent la fuite depuis ce jour. Moi et ma famille sommes les fidèles de Mao, de Simao Toko. Fin de citation. C'est ce jour-là que Simao Toko révéla sa mission dans le cadre d'un plan céleste. Durant la période où il fut déporté pour la 9e fois lors de son séjour à Luanda, le pape Jean XXIII dépêcha du Vatican à Luanda 2 missionnaires pour rencontrer Simao Toko et lui délivrer un message personnel. Un des 2 émissaires tomba malade en arrivant à Luanda et dut être hospitalisé. L'autre fut reçu par Simao Toko et il lui dit, je suis un émissaire du pape Jean XXIII qui m'a personnellement mandaté pour vous poser une seule question. Qui êtes-vous? Nous sommes alors en 1962, 2 ans après la date limite où le Vatican aurait dû divulguer le 3e secret de Fatima. Simao Toko répondit ainsi, je suis surpris qu'une personne aussi haute placée que le pape soit intéressée par ma personne ou au point de vous faire effectuer un voyage de 8000 km juste pour me rencontrer. La réponse que vous devriez donner à votre maître se trouve dans la Bible, en Matthieu 11, versets 2 à 6. Voyons un peu ce qu'il y a dans ce passage de Matthieu. Alors nous lisons, et Jean dans sa prison entendit les œuvres du Christ. Il lui envoya dire par ses disciples, es-tu celui qui vient? Ou si nous en attendons un autre? Jésus leur répondit,
Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se relèvent, les pauvres sont évangélisés et magnifient de lui que je ne scandalise pas. Au fait, Simao Toko, sachant que le pape s'appelait Jean, s'est tout simplement mis ici à la place de Jésus répondant à Jean, se mettant donc à la place du prophète qui répond à un autre. Et les gens qui avaient entendu parler des œuvres du prophète depuis sa prison devint ici le pape Jean XXIII, qui depuis sa prison, le Vatican, a entendu parler de ce prophète noir. Intéressant, hein, n'est-ce pas? Qu'attendons-nous pour en parler dans nos cours de religion? Alors, après cela, le pape contacta le dictateur portugais Antonio de Salazar et le 18 juillet, Simao Toko fut à nouveau déporté, cette fois-ci pas dans un coin isolé en Angola, mais au Portugal. Et pour ce faire, un avion de la force aérienne portugaise fut utilisé. À bord de cet avion, il y avait un prêtre catholique, des membres de la police secrète de Salazar, le PIDE-DGS, le pilote et le copilote. Leur mission était de voler au-dessus de l'Atlantique et de jeter Simao Toko de l'avion loin dans l'océan profond. Le rôle du prêtre catholique étant de briser par des prières les prétendus pouvoirs magiques de Simao Toko. Selon les témoignages recueillis au moment où les agents de Salazar allaient exécuter leur plan, Simao Toko ordonna à l'avion de s'arrêter. Et l'avion s'arrêta, ne bougea plus, il resta totalement immobile. Toutes les personnes qui étaient à bord commencèrent à demander pitié à Simao Toko. Ce dernier leva les mains vers les cieux, prononçant quelques mots, et l'avion bougea à nouveau. Et Simao Toko devint au Portugal un prisonnier politique exilé. Il est intéressant de noter qu'il existe également beaucoup de témoignages de miracles faits par Simao Toko, comme ce fut le cas pour Simon Kivangu. À maintes reprises, les hommes de Salazar tentèrent de tuer Simao Toko, mais en vain. Il était comme invulnérable. On pourrait inventer pour lui un mot nouveau, intuable. À un moment donné, différents docteurs d'Europe furent invités au Portugal afin de faire une opération sur le corps de Simao Toko, sous le prétexte d'évacuer une soi-disant tumeur de sa poitrine. Cette intervention eut lieu dans un hôpital civil local. Les intervenants ouvrirent sa poitrine du côté gauche du centre de sa poitrine et ils enlevèrent son cœur qui battait encore. Simao Toko resta là comme mort, son corps couvert de sang chaud. Son cœur fut mis dans une boîte métallique et amené dans un laboratoire situé dans une chambre voisine. Il y fut examiné, les docteurs n'y trouvaient rien d'anormal. C'était un organe, un cœur normal. Or, il l'avait incontestablement tué dans cette expérience macabre. Ils furent donc terrifiés quand ils virent Simao Toko se lever de la table d'opération, ouvrir ses yeux et leur dire, avec le corps ouvert, « Pourquoi me persécutez-vous de la sorte? Rendez-moi mon cœur. » Et selon les témoins, Simao Toko remit son cœur à sa place et ferma sa poitrine. Simao Toko fut relâché et annonçant avant de rentrer en Angola que le règne du colonisateur était terminé. Il rentra le 31 août 1974 en Angola et un an plus tard, le 11 novembre 1975, l'Angola gagna son indépendance du Portugal. Durant les années suivantes, des milliers de personnes ont pu observer la grande cicatrice de sa poitrine et des milliers de gens ont témoigné que c'était une vue horrifiante, qu'on voyait presque son cœur battre dans sa poitrine à travers cette énorme cicatrice. Durant la nuit du 31 décembre 1983 au 1er janvier 1984, la mort de Simao Toko fut annoncée par les médias angolais. À ce moment-là, un tonnerre d'une force sismique et des pluies torrentielles éclatèrent au-dessus de Luanda, capitale de l'Angola. Les rumeurs circulaient à Luanda disant que c'était les conséquences de la mort du prophète. Un homme fort de l'entourage du président de la République d'Angola, nommé Neto, homme qui avait férocement combattu les Portugais pendant 14 ans, était alors l'officier commandant. Après avoir entendu que Simao Toko était décédé, il se précipita vers l'endroit où le corps était exposé au public. Il chercha son chemin à travers une foule de dizaines de milliers de gens et arriva auprès du corps. Alors il demanda la parole et dit: « Ce n'est pas vrai que Simao Toko est mort.
car il est invulnérable. Or, ce même officier avait reçu 7 ans plus tôt des ordres pour éliminer pour de bon Simao Toko. Il témoigna à ce moment-là devant la foule qu'auparavant, il avait enlevé avec ses hommes Simao Toko, l'avait amené à un endroit secret où il l'avait méthodologiquement torturé à mort, agissant sur lui comme un boucher sur une carcasse de viande, qu'ils avaient sévèrement endommagé sa tête, puis ses bras et ses jambes, puis écarté sa poitrine de l'abdomen, ensuite mis le corps dans un grand sac et fermé le sac avec une corde, et enfin caché de tout, le tout dans un endroit fermé et secret. Puis qu'après 3 jours, ils étaient retournés pour voir le sac et le corps ou ce qui en restait, pour le prendre et le jeter à l'océan pour les requins. Or le sac avait disparu, mais soudain ils entendirent, supplément leur voix, un bruit comme celui de nombreux os, et puis une voix dans ce bruit leur parlant disant: Qui cherchez-vous? Je suis là. C'était bien Simao Toko, en chair et en os, vivant. À sa vue, il s'était aussitôt enfui en disant: C'est Dieu, cet homme c'est Dieu. Et aujourd'hui, le commandant Paiva était là devant le corps de Simao Toko exposé au public. Et il refusait de croire que maintenant il était vraiment mort. Ceci se passait en 1984. Donc, il n'y a pas tellement longtemps. Beaucoup de gens encore vivants aujourd'hui témoignent avoir tué Simao Toko et l'avoir revu vivant après. Beaucoup d'autres personnes, elles aussi vivantes aujourd'hui, témoignent l'avoir vu mort, abattu et l'avoir ensuite vu de leurs yeux revenir à la vie. Autre événement assez surprenant survenu en Afrique, mais justement drôlement intéressant, ce fut le témoignage du pape Jean-Paul II lors d'un séjour en Afrique centrale vers le début de l'année 80. Car là, il aurait déclaré ceci: Dieu est noir, Jésus-Christ est noir. Allez donc y comprendre quelque chose. Il y a quand même de quoi se poser pas mal de questions à ce sujet. On peut en tout cas en déduire plusieurs informations à retenir, et notamment celle-ci. L'Église nous cache beaucoup de choses. Elle nous ment le plus souvent et ne dit de la vérité que ce qui lui convient de nous dire. En résumé, elle manipule les masses à sa guise et uniquement au profit de ses intérêts à elle. C'est ici que s'arrête cette vidéo présentant les prophètes africains. Et celle-ci visait à démontrer un peu que ces prophètes, par leurs actions, par leurs agissements et les miracles qu'ils ont pu faire dans le passé de l'Afrique, soutiennent clairement que les Hébreux, les véritables Hébreux sont en Afrique, sont les Africains. Dans la vidéo prochaine, nous verrons des prophéties plus récentes. Merci et abonnez-vous.